Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 20 mars, Mody Gadiaga est l'invité du jury du dimanche. Bonjour. Bonjour Mahmoud Ibrakan. JDD e-Radio, la première radiovision du Sénégal. ITV, votre chaîne de télévision préférée. Et imedia.sn, votre site de référence. Mody Gadiaga est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de droit privé fondamental, du diplôme d'études supérieures spécialisées de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, assistant à la retraite au département de droit privé de la faculté des sciences juridiques et politiques. Depuis 2014, membre du collège de l'ARTP, nous aurons ainsi l'occasion d'aborder avec vous la question des sanctions infligées aux opérateurs télécoms. En attendant, Mody Gadiaga, le droit et la justice ont été les sujets dominants cette semaine. Juge d'instruction, Union des magistrats du Sénégal, passe d'armes entre acteurs politiques et avocats sur l'affaire dite Adji Sarr Ousmane Sonko, éligibilité ou inéligibilité. Comment le juriste Mody Gadiaga conçoit que les questions juridiques et judiciaires soient aussi présentes dans le débat public? Je vous remercie Mahmoud Ibrakan. Je commence par saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs et en exprimant tout le plaisir d'être pour la première fois un invité du jury du dimanche, une émission bien entendu qui fait honneur à la presse sénégalaise. Quand même, la première fois, bon, on corrige l'anomalie. La première fois. Oui, la première fois. Oui. Alors, que la question de la justice soit présente dans l'actualité n'est pas un phénomène qui surprend, parce que la justice, par essence, elle est sujette à dispute. Chacun voit la justice au niveau de son intérêt. La justice, elle est toujours sujette à dispute. Chacun peut en effet avoir et exprimer un sentiment sur ce qu'il considère comme juste ou injuste. Mais je précise que cela n'autorise pas à s'improviser technicien de la règle de droit. La faculté de droit dans laquelle j'ai enseigné pendant 32 ans, elle sert bien à quelque chose, elle sert à former des techniciens de la règle de droit. Alors, la justice en elle-même, elle dépend de la politique déterminée par le chef de l'État. Nous cherchons une justice indépendante, une justice équitable, une justice impartiale. Mais bien entendu, chaque fois qu'une décision de justice est rendue, cela fait débat parce que la personne qui perd le procès va crier à l'injustice et la personne qui gagne le procès va crier au triomphe. Cela est dans l'ordre normal des choses, mais ce qui est important, c'est que le juge, il rend une décision en fonction du dossier qui est entre ses mains. Très bien. On parlera tout à l'heure des dossiers. Il y a quelques mois, dans cette émission, le jury du dimanche, nous avions interrogé un de vos collègues publicistes constitutionnalistes, plus précisément professeur Ndiawar Sarr, sur l'interprétation en droit. Quel est l'avis du privatiste que vous êtes, puisque vous en êtes un, sur la dimension interprétative de la matière juridique? On entend très souvent dire que chacun interprète le droit comme il veut. Oui. Cela n'est pas vrai, puisqu'il existe des méthodes d'interprétation scientifique du droit, des méthodes qui malheureusement ne sont pas souvent connues, y compris par ceux qui devraient être considérés comme les détenteurs de ces méthodes-là. C'est si compliqué que ça? Oui, parce que les méthodes d'interprétation du droit font beaucoup appel à la logique formelle. Et c'est pourquoi on dit souvent que le droit,
c'est beaucoup plus d'algèbre que de catéchèse. Alors, il y a des méthodes d'interprétation qui sont bien éprouvées, méthodes qui sont accompagnées de maximes d'interprétation qui font l'unanimité, quelle que soit la méthode d'interprétation adoptée. Il y a une maxime générale d'interprétation qui dit que lorsqu'un texte est clair, il faut l'appliquer dans sa lettre. Ouais. On ne peut pas évoquer un éventuel esprit au risque de dénaturer le texte qui est clair et précis. Alors la seule exception, c'est lorsque le texte clair et précis conduit dans son application littérale à une absurdité. C'est dans le seul cas. Oui. Un exemple pour illustrer ce que vous Alors, êtes en train de dire. un exemple, Oui. il y avait un décret du chemin de fer en France qui prévoyait qu'il est interdit de monter ou descendre du train ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté. C'est un texte clair qui dit qu'il est interdit de monter ou descendre lorsque le train est complètement arrêté. Ce qui signifie donc qu'il faut monter ou descendre pendant que le train est en marche, ce qui est absurde. Ouais. Hein? Alors, un usager, Ouais. justement, est monté dans le train, a tenté de monter dans le train Ouais. pendant qu'il était en marche, Ouais. il est tombé et il a eu ses jambes sectionnées. Il a fait un procès à la SNCF Ouais. avec comme argument, c'est la SNCF qui lui fait obligation de monter lorsque le train est en marche, en lui interdisant de monter ou descendre lorsque le train est complètement arrêté. Ouais. Il a gagné son procès. Il a perdu. Il a perdu. Ah Il oui. a perdu le procès parce qu'on a écarté Oui. le sens littéral clair Oui. du texte Oui. au profit de son esprit Son esprit. qui était qu'il faut attendre que le train soit complètement immobilisé Ouais. pour entreprendre de monter ou descendre. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, lorsqu'un texte est clair et précis, C'est ça. on l'applique dans sa lettre, Dans sa lettre. sauf dans le cas où Ouais. cette application littérale conduit à une absurdité. Ok. Très bien. Il faut tropicaliser cet exemple-là en parlant de notre TER, n'est-ce pas? Voilà le type de loi peut-être qu'il faudrait éviter, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quelles sont les techniques d'interprétation, puisque vous dites que ce n'est pas tout le monde qui est outillé pour interpréter. Il y a même des spécialistes du droit qui ne maîtrisent pas les techniques d'interprétation. Alors, il y a deux grandes méthodes d'interprétation du droit. Il y a la méthode classique qu'on appelle méthode de l'exégèse et il y a la méthode moderne qu'on appelle la méthode de la libre recherche scientifique. Alors, ces méthodes-là ont pour soubassement, c'est-à-dire que l'interprétation ne se pose que lorsqu'il y a une difficulté à déterminer le sens exact d'une loi ou lorsque la loi elle est muette sur telle ou telle question. Alors, il y a des méthodes. La première, c'est la méthode par analogie, c'est-à-dire que lorsqu'on est en face d'une situation qui n'est pas prévue par la loi, mais qu'il y a une situation semblable ou similaire qui est prévue par la loi, on va appliquer la loi qui est prévue pour la situation similaire à celle qui n'a pas été prévue par la loi. À problème semblable, solution semblable. Ça, c'est la méthode par analogie. Il y a la méthode a fortiori, qui part du principe que qui peut le plus peut le moins. Lorsque on est en face d'une situation qui n'a pas été prévue par la loi, mais qu'il y a une situation d'un rang inférieur qui a été prévue par la loi, on considère que cette même loi peut s'appliquer à la situation qui n'a pas été prévue. Je vous donne un exemple. Oui. La loi interdit, par exemple, aux mineurs, en raison de son inexpérience, de vendre seul ses biens. Mais la loi ne dit rien
sur la question de savoir s'il peut donner gratuitement. L'acte de donner est plus grave pour le mineur que l'acte de vente dans lequel il reçoit une contrepartie. Alors, si la loi interdit aux mineurs de vendre seuls ses biens, a fortiori, la loi lui interdit également de les donner. Et il y a enfin la méthode à contrario, consiste à appliquer la solution légale contraire à celle qui s'applique à une situation opposée. Par exemple, la loi impose pour la preuve d'un acte juridique la production d'un écrit, d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé dès lors que le montant de l'acte est supérieur à 20 000 francs CFA. Il faut nécessairement une preuve écrite, on ne peut pas prouver par témoignage. A contrario, lorsque le montant de la convention n'excède pas 20 000 francs, la preuve devient libre. Absolument. Très bien. Alors, à ces méthodes-là, s'ajoute ce qu'on appelle des maximes d'interprétation. Première maxime, il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. On ne peut pas restreindre l'application d'une loi en y introduisant une distinction qu'elle ne contient pas. Exemple dont on va peut-être parler, lorsque la loi dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, on ne peut pas y introduire une distinction en fonction de la durée des mandats. Très bien. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Alors, cela fait plus de 4 mois que l'Assemblée nationale a voté la loi restaurant ou instaurant le poste de Premier ministre après sa suppression en 2019. La procédure d'urgence a été utilisée et des arguments avancés pour justifier le retour du Premier ministre chef de gouvernement. Y a-t-il un délai légal ou en tout cas raisonnable du point de vue de la pratique pour nommer un Premier ministre une fois que le poste est rétabli dans la Constitution? Alors, le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. On a restauré donc le poste de Premier ministre qui avait été, comme vous l'avez dit, supprimé en 2019. Le président de la République a donc l'obligation de nommer un Premier ministre. Mais il n'existe aucun délai formellement établi pour l'exécution de cette obligation-là. On doit donc considérer que le délai se réfère au raisonnable, à ce qui est raisonnable. Il faut un délai raisonnable. Mais ce délai raisonnable-là étant par essence indéterminé, il faut le concevoir en fonction des circonstances. Alors, en ce moment, nous nous dirigeons vers des élections législatives qui auront lieu dans quelques mois. On est au mois de mars, c'est en fin juillet. Disons dans 4 mois et poussière. Ouais. Alors, je pense que si on parle de délai raisonnable, on doit comprendre qu'il est bien raisonnable que la sagesse commande d'attendre les résultats définitifs des élections législatives pour nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Parce qu'à défaut, si on nomme actuellement un Premier ministre et on forme un gouvernement, les résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet pourraient commander de changer de Premier ministre. Donc je pense qu'il est sage pour ne pas avoir à changer de Premier ministre en quelques mois, d'attendre les résultats définitifs des élections législatives pour nommer un Premier ministre
qui prend en compte justement les résultats des élections législatives. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire des déclarations de l'autorité qui nomme, en l'occurrence le président de la République, qui dit « Je vais nommer un Premier ministre à la fin des élections locales qui se sont tenues le 23 janvier. Le retour du poste de Premier ministre se justifie aussi parce que je vais présider l'Union africaine, ce qui me laissera moins de temps pour m'occuper des questions nationales au quotidien, d'où la nécessité d'avoir un Premier ministre pour coordonner l'action gouvernementale. » Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors de ces déclarations? Alors, je commencerai par dire que dans l'exposé des motifs de la loi portant révision de la Constitution et restaurant le poste de Premier ministre, dans l'exposé des motifs, ces arguments-là ne figurent pas. Dans l'exposé des motifs, il est fait tout simplement état de la nécessité d'assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Et quand le président de la République dit qu'il va nommer le Premier ministre après les élections locales, cela ne signifie pas que ce soit immédiatement après les élections locales. Même s'il nomme après les élections législatives, c'est bien après les élections locales. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas plus simple de dire « Je nommerai le Premier ministre après les élections législatives » ? Pas nécessairement. Il dit après les élections locales. C'était plus simple. Hein? C'était plus simple et plus clair. Peut-être que ce n'était pas clair alors dans sa tête. Mais s'il dit qu'il va nommer le Premier ministre... Il a même dit que j'ai le Premier ministre dans la tête. Voilà, s'il va nommer le Premier ministre après les élections locales, que ce soit avant ou après les législatives, c'est bien après les élections locales. L'interprétation qui revient encore dans le droit. Oui. En tout cas, il reste dans sa logique. Il a nommé après les élections locales. Oui. Oui. Et vous considérez que après la restauration du poste de Premier ministre, l'Assemblée a voté la loi au mois de décembre, vers le 10 décembre, que ce serait raisonnable d'attendre la fin des élections législatives prévues le 31 juillet. De décembre à juillet, presque même août, vous avez 8 à 9 mois. C'est un délai raisonnable pour attendre la nomination d'un Premier ministre? Je dis que la notion de délai raisonnable fait partie de ces notions générales au contenu indéterminé et qu'il appartient à la jurisprudence de préciser au fil de ces décisions. En l'absence de jurisprudence, il faut tenir compte des circonstances du moment pour apprécier cette notion de délai raisonnable. Et moi, je pense que, comme je viens de le dire, la sagesse pour ne pas avoir à changer de Premier ministre en l'espace de quelques mois, la sagesse commande d'attendre la proclamation des résultats définitifs des élections législatives. Parce que si on nomme aujourd'hui un Premier ministre, les résultats des élections législatives pourraient commander d'en changer. Oui, tout comme le Premier ministre, s'il était nommé, il peut poursuivre aussi. Il peut ne pas être changé. Les résultats des élections législatives peuvent commander. Mais comme ils peuvent commander de ne pas changer. Oui, ça dépend des résultats. Ouais. Parlons de ces élections législatives. Ce sera le 31 juillet. De plus en plus, l'hypothèse d'une cohabitation est posée sur la table parce que l'opposition estime qu'elle a eu des résultats très positifs et même qui lui sont favorables au sortir des élections locales du 23 janvier. Alors, quelle réflexion vous inspire la cohabitation? Si les résultats des urnes imposent une cohabitation, il va y avoir une cohabitation, mais cette cohabitation-là ne peut pas empêcher le fonctionnement régulier des institutions de la République.
Oui, justement, je pose la question parce que nous en étions à parler du poste de Premier ministre. Oui. On sait que dans notre constitution, le chef de l'État définit la politique de la nation, qui est conduite par le Premier ministre. Dans l'hypothèse où ce Premier ministre n'est pas issu ou ne serait pas issu des rangs de la majorité, on est dans une situation de cohabitation, n'est-ce pas? Expliqué schématiquement. Oui. Quelles conséquences? Est-ce que c'est un scénario conflictogène ou conflictuel? Quel est votre avis là-dessus? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de conflit dès lors que chacun reste dans son rôle. Le président de la République détermine la politique de la nation. Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Et le Premier ministre nommé conduit la politique qui est déterminée par le président de la République. Je pense que si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, le président de la République va nommer un Premier ministre qui est issu des rangs de l'opposition. Il va. Hein? Oui, il va. Comme si cela pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas bloquer l'action gouvernementale. Il sera obligé de le faire. Il sera obligé. Est-ce que ce serait, ici, c'est une obligation légale ou c'est la pratique? Ben, c'est une obligation de fait. De fait, oui. Hein? Ouais, de fait. Puisque c'est le Premier ministre qui conduit la politique déterminée par le chef de l'État, il ne faut pas faire de telle manière que l'Assemblée nationale puisse bloquer l'action gouvernementale. Oui. Et s'ils ne s'entendent pas, ben, on est toujours dans une hypothèse. De toutes les façons, il y a eu des pays en France où il y a eu une cohabitation, 2 fois même. Cela n'a pas empêché le fonctionnement régulier des institutions de la République française. Le parrainage fait débat en direction de ces élections législatives. Des secteurs de la vie politique sont opposés au parrainage. Ils pensent qu'il faut supprimer ce filtre en se basant sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, prononcée d'ailleurs en avril 2021, cela fait presque 1 an, dans laquelle décision, effectivement, la Cour de justice de la CEDEAO considère que le parrainage fait obstruction au droit, à la liberté de participer à des élections. Deuxième chose, qu'il faut supprimer le parrainage dans un délai de 6 mois. Non, ce que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dit, c'est qu'il faut supprimer le système du parrainage. Il faut le supprimer dans la mesure où c'est un système qui prive certains partis de la liberté de participer aux élections. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas demandé la suppression du parrainage en tant que tel. C'est quoi la différence? La Cour de parrainage a demandé parrainage la suppression du système de parrainage parce que compte tenu du nombre de partis politiques régulièrement constitués au Sénégal, plus de 300, le taux de signature qui est requis ne peut permettre qu'à 1/3 des partis régulièrement constitués de pouvoir se présenter aux élections. Parce que le taux, il est entre 0,8%. Oui. 0,5, 0,8. Oui, ça c'est la présidentielle. Et 0,1. Et 1%, oui, ça c'était pour l'élection présidentielle. Pour l'élection Mais présidentielle. pour les législatives, le parrainage c'est 0,5 qui correspond à 34 000 signatures. Oui. Et puis 0,8 le plafond qui correspond à presque 60 000. 54 000 à peu près. Oui. Hein? Très bien. Alors si on rapporte ça au nombre d'électeurs inscrits, c'est vrai que seul 1/3 des partis régulièrement constitués pourraient avoir le nombre de signatures requis.
Oui. Mais Un tiers de 300 partis, c'est quand même 100. Hein? C'est toujours 100. Voilà, 100 et quelques. Il y a plus de 300. Absolument. Hein? Oui. Alors, donc, ce que je voulais dire, Oui. c'est que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas demandé la suppression du parrainage lui-même en tant que filtre nécessaire, Oui. mais a demandé la suppression du système en réduisant le taux de signature requis Oui. par rapport à la masse des électeurs inscrits. Oui. Est-ce que ce taux... Mais Oui. le filtre du parrainage, il est... je pense que l'honnêteté exige de maintenir le parrainage en tant que tel. Oui. Parlons du Pour taux. un filtre. Oui. Oui. Parlons du taux. Est-ce que le taux qui est arrêté, là, vous paraît raisonnable? Si on réduit le taux Oui. de manière à ce que tous les partis régulièrement constitués Oui. puissent être candidats, cela revient à supprimer le parrainage lui-même. Eh bien, vous voyez, donc il n'y a pas une très grande différence Cela entre la revient suppression à du supprimer parrainage et la suppression du système de parrainage. De toutes les façons, le système de parrainage Oui. doit faire en sorte que ce soit un filtre. Si ce n'est pas un filtre, il n'y a plus de parrainage. Oui, mais vous voyez bien que ceux qui disent que la Cour de justice de la CEDEAO préconise la suppression du parrainage n'ont pas totalement tort. Hein. La Cour de justice de la CEDEAO Oui. a demandé la suppression du système de parrainage. Dans mon entendement, cela signifie qu'il faut instaurer un système permettant au plus grand nombre de partis Très de bien. pouvoir... Aujourd'hui, le système, c'est 0,5% le plancher et 0,8% le plafond, qui correspond respectivement à 34 000 signatures et 54 000 signatures. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Ça me paraît tout à fait raisonnable, en ce sens que tout le monde doit être d'accord qu'il doit y avoir un filtre. Oui. Parce que si on permet à plus de 300 partis d'être candidats, vous voyez ce que cela va coûter à l'organisation même de l'élection, à l'organisation matérielle de l'élection. Oui. L'élection ne pourrait pas se tenir en un jour, par exemple. Est-ce que le dialogue ne s'impose pas sur cette question du parrainage avant ces législatives? Pour la bonne et simple raison, vous-même, spécialiste du droit, vous êtes en train d'introduire une nuance dans la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO en disant que la Cour n'a pas parlé de suppression du parrainage, mais plutôt de suppression du système de parrainage. Oui. On est entre acteurs politiques, encore que les élections législatives, les listes indépendantes sont autorisées. Est-ce qu'il ne faut pas quand même se parler? Mais... Au lieu que chacun tire de son côté en disant le parrainage aura lieu, que vous le veuillez ou pas. Non, non, il faut supprimer le parrainage parce que la Cour de justice de la CEDEAO en a décidé ainsi. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Si le dialogue est possible, c'est la meilleure voie afin de trouver un système consensuel. Mais il faut un système. Un système de filtre. Il faut un filtre. Parce qu'il n'est pas possible, lorsque tous les partis régulièrement constitués au Sénégal sont candidats, il ne sera matériellement pas possible d'organiser les élections. Il faut aussi cette dose de raison. Jeudi dimanche avec Mody Gadiaga, je rappelle qu'il est assistant à la retraite à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialiste du droit privé. Nous allons parler de l'inéligibilité. Et membre du collège de l'ARTP. Et membre du collège de l'ARTP. C'est important. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. L'ARTP, notamment les télécommunications. L'inéligibilité de Khalifa Ababacar Sall est encore mise sur la table. La coalition Yewwi Askan Wi a déclaré qu'il doit être candidat parce que rien ne l'en empêche et qu'il sera même investi. Je rappelle les faits. Il avait été condamné pour une durée de 5 ans dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.
au mois de mars 2022, s'il n'avait pas bénéficié de grâce, il aurait purgé quand même sa peine, 5 ans d'emprisonnement. Est-ce que son inéligibilité est toujours de mise? Bon, alors je voudrais commencer par préciser que l'inéligibilité de la personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme résulte d'une peine accessoire à cette condamnation. Il y a une différence entre ce qu'on appelle peine accessoire et peine complémentaire. La peine complémentaire, elle doit être prononcée par le juge qui a prononcé la condamnation. Par exemple, le juge qui condamne une personne à une peine d'emprisonnement va ajouter une peine complémentaire interdisant, par exemple, le séjour dans les capitales régionales pendant telle durée. Ça, c'est une peine complémentaire qui doit nécessairement être prononcée par le juge. Mais la peine accessoire, elle, n'a pas besoin d'être prononcée par le juge parce que c'est l'accessoire de la peine. L'accessoire suit le sort du principal. L'inéligibilité prévue par le code électoral est une peine accessoire à la condamnation. Donc l'argument tiré de ce que le juge n'a pas privé la personne concernée de ses droits civiques et politiques, cet argument-là ne tient pas la route. La peine accessoire n'a pas à être prononcée, elle suit automatiquement la condamnation. Maintenant, quel est l'article qui est visé dans le code électoral, très rapidement? Je ne peux pas vous dire, c'est sans importance. Je pense que ce sont les articles 29 et 30 du code électoral. Bon, très bien. Maintenant, pour répondre à votre question, quelle est la durée de cette inéligibilité-là? Alors, je vous dis que l'inéligibilité peut être levée d'abord lorsque la loi qui l'instaure comme peine accessoire est abrogée. Lorsque les dispositions du code électoral prévoyant cette inéligibilité-là sont abrogées, l'inéligibilité cesse. On n'est pas dans ce scénario. On n'est pas dans ce scénario. Deuxième hypothèse, l'inéligibilité peut être levée lorsque la condamnation est radiée du casier judiciaire. Cette radiation-là ne pouvant résulter que soit d'une amnistie, soit d'une réhabilitation. La grâce ne radie pas cette condamnation. L'amnistie ou la réhabilitation. La réhabilitation, ça veut dire quoi exactement? La réhabilitation, c'est-à-dire que il y a la juridiction qui a prononcé la condamnation qui va réhabiliter la personne dans ses droits. Comment? Parce qu'il y a quoi? Une révision du procès ou c'est quoi? Même pas révision, mais la personne condamnée demande sa réhabilitation. Voilà. C'est une voie qui est de recours, que M. Khalifa Sall pourrait utiliser. Voilà. C'est à sa disposition. Oui. Et quelle juridiction? La juridiction qui a prononcé la condamnation. La condamnation définitive. C'est la condamnation d'appel définitive. Ou c'est... Non, ce sera la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel. Alors, Al-Ousseynou, si, malgré tout, vous parliez tout à l'heure de peine complémentaire, de peine accessoire, il dit quand même, Al-Ousseynou, si, professeur, la question d'inéligibilité doit-elle être une peine complémentaire? Si oui, pourquoi, dans l'affaire Khalifa Sall, cette peine n'avait pas été prononcée par les juges du fond? Sur quelle base le Conseil constitutionnel s'est fondé pour invalider la candidature de Khalifa Sall, par exemple en 2019? Sur la loi électorale. C'est la loi électorale qui fait de l'inéligibilité un accessoire de la condamnation. Ok, la justice n'avait pas besoin de prononcer. Oui. L'inéligibilité. Oui. Ce n'est pas une peine complémentaire, c'est une peine accessoire qui est prévue par la loi électorale. La loi électorale
attache Oui. cette inéligibilité à la condamnation qui a été prononcée. Oui. Mais justement, mais l'inéligibilité, professeur, elle doit être quand même limitée dans le temps. Il n'y a pas de clause d'éternité, entre guillemets, quand on parle d'inéligibilité. Il n'y a pas de clause Oui, d'éternité. oui, Je vous ai dit que la première oui, cause pouvant entraîner la levée de l'inéligibilité, c'est l'abrogation oui. de la disposition qui en fait une peine accessoire. OK. Sinon, l'amnistie Si l'amnistie ou la la réhabilitation. la réhabilitation. Oui. Tant que la condamnation Oui, demeure dans le casier judiciaire et tant que les dispositions de la loi électorale sont maintenues, l'inéligibilité reste maintenue. Karim Wade serait-il dans le même cas de figure que Khalifa Ababakar Sall sur la question de l'inéligibilité? Tout à fait. C'est Ces exactement mêmes la même voies, chose. il faudra passer par la même voie pour pouvoir retrouver son éligibilité. Tout à fait. Et Karim Wade demande la révision de son procès. Il peut demander la révision de son procès, à l'occasion de laquelle, éventuellement, il pourra être réhabilité. À qui il faut demander la révision d'un procès? Ben, la révision d'un procès, il faut introduire un recours devant la Cour suprême qui va autoriser la révision. Oui, mais sauf que lui, il se fonde sur les juridictions internationales en disant qu'il demande à ce qu'il soit réhabilité, qu'il y ait une révision de son procès. Bon, de toutes les façons, les juridictions sénégalaises sont souveraines et leurs décisions sont exécutoires, nonobstant Ah oui? tout recours devant les juridictions internationales. Souveraine même devant les juridictions internationales? Et très souvent, Oui. il y a une mauvaise interprétation des décisions qui sont rendues par les juridictions internationales. C'est le cas, par exemple, lorsque la Cour de justice de la CEDEAO, dans l'affaire Khalifa Sall contre État du Sénégal, la Cour de justice a condamné l'État du Sénégal à payer une amende, etc. Mais la Cour de justice n'a pas remis en cause la décision des juridictions sénégalaises de condamner M. Khalifa Sall. Oui. Hein? Mais elle a quand même demandé à ce qu'il soit dédommagé. Parce que à un moment donné, ses droits ont été bafoués. Oui. Mais la procédure en elle-même Oui. n'est pas remise en cause. D'accord, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû être dédommagé? Ben, l'État du Sénégal a été condamné Oui. à le dédommager. Ah oui. Donc, Hein? Et l'État doit exécuter cette condamnation-là. Mais la procédure en elle-même, elle n'est pas remise en cause. Parce qu'au moment des poursuites, la personne en question n'avait pas encore la qualité de député et ne bénéficiait pas de l'immunité parlementaire. Et pour revenir à notre maxime d'interprétation en vertu de laquelle il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas, la loi qui prévoit l'immunité parlementaire des députés ne distingue pas selon que les faits à lui reprochés ont été commis avant très bien. ou pendant la durée du mandat. Très bien. On va y aller très rapidement. On va parler d'une autre affaire qui défraie la chronique. C'est l'affaire dite Adji Sarr Ousmane Sonko. Les auditions, au fond, vont commencer. La gérante du salon Suite Beauté sera entendue par le juge d'instruction mardi prochain. On peut estimer que oui, le juge d'instruction a décidé donc de commencer ses auditions au fond. Oui, de toutes les façons, le juge d'instruction, il est maître Oui. de sa procédure, il est maître de son calendrier. Il peut prendre tous les actes qu'il estime nécessaires, que lui, il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. On dit que le juge d'instruction, c'est peut-être
le personnage le plus puissant dans une république. Parce que il a une compétence qui est étendue, en tout cas dans le cadre de la procédure d'instruction. Dans le cadre de la procédure d'instruction, la loi elle est claire, le juge d'instruction peut prendre tous les actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. Autrement dit, là, en parlant des auditions au fond, il serait dans une perspective d'entendre toutes les personnes citées dans cette affaire. Même des personnes Même non citées, s'ils estiment que leur audition est nécessaire à la manifestation. C'est cette procédure-là qui va commencer là, oui, à partir de mardi. Oui. Monsieur Ousmane Sonko va être entendu au fond. Ben ça, c'est le juge qui va en décider. Mais je suppose qu'il va l'entendre. Je suppose qu'il va l'entendre. Oui. Lorsque la personne poursuivie, cette personne-là, elle est inculpée. Même si elle est placée sous contrôle judiciaire, elle est inculpée. Je ne vois pas un juge d'instruction mener une instruction sans l'audition de la personne inculpée. D'ailleurs, c'est seulement après l'audition au fond de la personne inculpée que certaines mesures peuvent être envisagées. Comme par exemple, la levée du contrôle judiciaire. Oui. Et si la personne était placée en détention, la demande de liberté provisoire. Oui. Hein? Et je voudrais d'ailleurs à ce sujet dire qu'il faut que l'on réfléchisse à une véritable philosophie pénale parce que la loi parle de détention provisoire et de liberté provisoire. Les deux ne peuvent pas être provisoires. Soit c'est la détention qui est provisoire, soit c'est la liberté qui est provisoire. Il faut faire un choix idéologique là. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Les deux ne peuvent pas être provisoires en même temps. Avant la réforme de 84, je crois, on parlait de détention préventive. Et de liberté provisoire. Là, c'était compréhensible. Oui. Mais on ne peut pas en même temps parler de détention provisoire et de liberté provisoire. D'accord. Alors, les auditions au fond, donc, comme vous dites, vont commencer. Il y a le débat sur le contrôle judiciaire. Le fait de ne plus émarger, M. Sonko l'a dit dans des déclarations, depuis 2 mois, il ne va plus signer pour parler de manière triviale. Le juge d'instruction, dans cette situation, fait quoi? Ou peut faire quoi précisément? Le juge d'instruction, il a tous les pouvoirs. Je vous ai dit, il peut prendre tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation d'émarger périodiquement à tel ou tel lieu, si cette personne n'exécute pas cette obligation, il y a des sanctions qui sont prévues. Le juge d'instruction peut lever le contrôle judiciaire et prendre une mesure plus forte. D'accord. Mais il instruit à charge ou à décharge? Légalement, il instruit à charge et à décharge, pas ou. Il instruit à charge et à décharge. Ouais. Et le communiqué de l'UMS quand même qui dit ou. Bon, allons-y savoir si c'est un ou qui représente et ou pas. Mais c'est quand même dans le communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal. Le professeur qui corrige l'UMS. Je ne corrige pas l'UMS, je rappelle ce que dit la loi. Très bien. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Et nous qui répétons, nous commettons également la même erreur. L'objectif recherché étant la manifestation de la vérité. Oui. Alors, rappel de l'UMS, puisqu'on parlait de l'indépendance de la justice, du juge d'instruction plus précisément, il dit la victime présumée donc a des droits, la défense a des droits, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, le tribunal chargé de juger également prononce la décision, soit à charge en condamnant ou en relaxant. Alors, ce rappel-là,
Est-ce qu'il est utile de votre point de vue aujourd'hui? Ben, vous savez, les cours et tribunaux fonctionnent suivant des règles bien éprouvées. L'action judiciaire, une fois qu'elle est déclenchée, même celui qui l'a déclenchée n'y peut plus rien. Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, Oui. il ne peut plus revenir sur cet acte de poursuite-là. Il est dessaisi. Oui. Lorsqu'il met un dossier en instruction, il est dessaisi, c'est le juge d'instruction qui conduit l'enquête. Donc, c'est normal, le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Il peut rendre soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. La juridiction de jugement aussi procède à une instruction à l'audience. Une instruction aussi à charge et à décharge. Mais ce qu'il est important de préciser, c'est que la charge de la preuve en matière pénale incombe au juge. Cela signifie qu'il ne peut entrer en voie de condamnation que s'il fait la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. Lui, le juge. Oui. Mais je croyais que la charge... S'il y a un seul doute dans son esprit quant à la culpabilité de la personne poursuivie, ce doute-là doit profiter à la personne poursuivie. Mais nous répétons quand même que la charge de la preuve incombe au demandeur. Non. Vous dites ici en matière pénale? En matière pénale, la charge de la preuve incombe au juge. C'est à lui de faire la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. Comme quoi on apprend toujours. Et s'il ne peut pas faire cette preuve-là, il a l'obligation de relaxer ou d'acquitter. Très bien. Comme quoi on apprend toujours avec Modi Gadiaga. Question d'Abdoulaye Maïga. Il commence d'abord par un commentaire. La justice sénégalaise, tant respectée de partout dans le monde, montre des failles, sinon des complicités ou des faiblesses manifestes dans les dossiers des opposants au régime du président Sall. Au regard des faits patents et récents, quelle lecture faites-vous sur le dossier Sonko Adji Sarr et l'inéligibilité de Khalifa Sall? Bon, sur l'inéligibilité, c'est déjà, vous avez répondu. Alors, il pense que la justice fait preuve de manque d'indépendance, qu'il y a des failles, qu'il y a des complicités, des faiblesses manifestes qui visent à condamner les opposants au président Macky Sall. Moi, je ne note pas cela. Comme je l'ai dit, lorsque un juge entre en voie de condamnation, c'est qu'il a fait la preuve de la culpabilité. Et cette preuve-là ne dépend pas du statut de la personne ou de sa position politique. Maintenant, on peut dire en fonction des faits, oui, cette personne a été condamnée parce qu'elle n'est pas dans les rangs du pouvoir, mais le juge, vous ne verrez jamais cela dans les motifs du juge, dans les motivations du juge. Troisième mandat ou troisième candidature, le débat est encore revenu, comme un peu en 2012 avec le président Wade. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. La Constitution a été modifiée, l'article 27 notamment, qui parle d'un mandat de 5 ans aujourd'hui. Le président Macky Sall avait été élu pour un mandat de 7 ans. Et puis avec cette disposition qu'on rappelle, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Quelle lecture faut-il en faire? Ou bien pas besoin d'interpréter parce que le texte serait clair? Oui, le texte, il est clair et précis, il faut l'appliquer dans sa lettre. Nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Et on ne peut pas introduire, pour en restreindre l'application, une distinction que la loi ne comporte pas. C'est-à-dire? La loi ne vise pas la durée des mandats, mais parle seulement de 2 mandats consécutifs, même si la durée des 2 mandats n'est pas la même. Donc cet argument-là, pour valider une éventuelle
troisième candidature ne peut pas tenir la route. Il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi ne vise pas mandat de 5 ans ou mandat de 7 ans. Oui. La loi dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc il ne peut pas y avoir de discussion sur ce point. Personne ne peut dire, oui, il avait été élu pour 7 ans, pour le premier mandat. Maintenant, il exerce un mandat de 5 ans. On ne peut pas considérer le mandat de 7 ans. On ne peut pas le dire. On ne peut pas, en tout cas, se fonder sur la différence de la durée des 2 mandats pour écarter l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y a pas de discussion possible sur ce sujet. Mais là n'est peut-être pas le véritable débat. Le véritable débat est de savoir est-ce que la loi nouvelle issue du référendum de 2016 peut prendre en charge le premier mandat de 2012. C'est ça le véritable problème. Conflit des lois dans le temps. Conflit de lois dans le temps. Oui. Et votre avis sur la question? Mon avis demeure le même. Oui. C'est que, en principe, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques qui sont nées avant son entrée en vigueur, mais pour en régir seulement les effets futurs. Mais aujourd'hui, il faut tenir compte de la décision rendue en février 2016 par le Conseil constitutionnel qui dit que le mandat en cours, c'est-à-dire le mandat de 2012, le mandat en cours est hors de portée de la loi nouvelle. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pour cette raison que la réduction de la durée du mandat opérée en 2016 n'a pas été appliquée au mandat de 2012. Parce qu'il faut le préciser pour éventuellement témoigner de la bonne foi du président de la République, c'est que dans le projet de révision de la Constitution, il y avait une disposition qui prévoyait que la réduction de la durée du mandat de 7 ans à 5 ans s'applique au mandat en cours. C'est le Conseil constitutionnel qui a fait sauter cette disposition-là. Qui a dit que non, ce n'est pas possible. Que le mandat en cours est hors de portée. Question précise. Hors de portée de la loi nouvelle. Question précise, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Troisième mandat ou non, impossibilité de troisième mandat pour ça, le Conseil constitutionnel, à moins d'un revirement, c'est-à-dire revenir sur sa décision de 2016, là, le mandat de 2012, il est hors de portée de la loi nouvelle. Le droit, c'est quand même assez compliqué. On attendra alors le Conseil constitutionnel. Voilà. Très bien. Et je précise aussi que ce n'est pas au président de la République qu'il revient l'attribution d'interpréter la loi, d'interpréter la Constitution. Il a quand même fait des déclarations. Il peut dire, je ne serai pas candidat ou je serai candidat. Il ne peut pas dire, je n'ai pas le droit d'être candidat ou j'ai le droit d'être candidat. En une fraction de seconde, Mody Gadiaga, autorité de régulation des télécommunications et des postes, vous êtes membre donc du collège de l'ARTP. Rapidement, les pénalités prononcées il y a quelques semaines contre les opérateurs télécoms, 16 milliards réclamés à Sonatel, 2,5 milliards à Free et un peu plus d'1 milliard à Expresso. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est légal? La loi permet au collège, qui est l'organe délibérant et l'instance décisionnelle de l'ARTP, lorsque les opérateurs manquent aux obligations figurant dans leur cahier de charges, la loi prévoit que le collège peut leur infliger une sanction. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait. Les opérateurs refusent correspondant au maximum à 3% de leur chiffre Les opérateurs d'affaires. refusent de s'exécuter.
Ils ne peuvent pas. Les moyens de contrainte sont là. Quels sont les moyens de contrainte? Les moyens de contrainte, le Trésor public Oui. va prendre un mandat de payer. D'accord. Hein? Maintenant, ce qu'il faut dire, Oui. c'est que les opérateurs ont fait des recours. Un recours gracieux devant le collège de la RTP que nous allons examiner parce que le recours gracieux, il est possible. D'accord. Nonobstant un recours porté devant la haute juridiction administrative, à savoir la Cour suprême. Et Sonatel a saisi la Cour suprême d'ailleurs d'un recours contentieux. D'accord. Mais malgré ces recours-là, les sanctions sont exécutoires. Vous êtes en train de les exécuter? Ce n'est pas à nous de les exécuter, c'est au Trésor public. Le Trésor est en train de le faire? Ça, il faut demander au Trésor. Très bien. Mais vous maintenez vos sanctions? Pour l'instant, nous sommes en train d'examiner les recours gracieux. Et dans pas longtemps, nous allons rendre notre décision. Merci Mody Gadiaga. Je rappelle que vous êtes assistant à la retraite à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous êtes spécialiste du droit privé, membre du collège de l'ARTP. Merci d'être venu au jury du dimanche. Mahmoud Ibra Kane à la présentation. Immédiat.sn au texte Dieba, à la photo Abdoulaye Silla. Réalisation technique Babacar Ndiaye, Moussa Dia et Ndiankou. Réseaux sociaux Biram Pouy et Fatimata Ba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.